Bonsoir à tous, bonsoir, dans la bonne humeur. Et oui, il faut garder cette bonne humeur. Malgré les différents orages de l'actualité qui pèsent au-dessus de nos têtes, n'est-ce pas Lydia Guirouz? Bonsoir à vous, bienvenue Bonsoir, dans l'heure des Julien. Pro 2 jusqu'à 20h en direct sur CNews avec Benjamin, essayiste, éditorialiste politique bien sûr, Benjamin Morel est parmi nous aussi, maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques, Régis Le Sommier, grand reporter. Bonsoir, ravi Julien. de vous retrouver dans l'heure des Pro 2, Bonsoir, Régis, ravi de rencontrer William Tay pour la première fois sur ce plateau, président du think tank Le Millénaire. Merci à tous les quatre d'être là, les présentations sont faites, on va rentrer dans nos différents sujets, il y a beaucoup de choses à dire, d'ailleurs dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes maximum, on sera en direct et restez avec nous parce qu'on aura ce témoignage intéressant à entendre de ce jeune serveur à Saintes en Charente-Maritime qui a été agressé pour avoir demandé le pass sanitaire quand la contestation devient violente parfois dans certains restaurants, donc comme ça a été le cas pour ce jeune garçon qui témoignera dans un instant. Mais on commence cette émission avec les funérailles. Les funérailles du père Olivier Maire, ce sera demain en la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elles auront lieu sans le président de la République. On apprend cet après-midi que c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui représentera le gouvernement sur place demain. On a un hommage qui est extrêmement attendu après 3 jours de polémique, un émoi national autour de ce que beaucoup appellent une faillite de l'État, tout simplement. Franchement, Benjamin Morel, peut-être pour commencer, j'ai l'impression que c'est plus qu'une erreur de ne pas y aller, c'est une faute politique. Je ne dirais peut-être pas que c'est une faute politique, parce que la plupart du temps, en effet, les chefs de l'État ne se déplacent pas à ce type d'événement. Néanmoins, au vu, en effet, comme vous l'avez dit, et je vous rejoins, de l'émoi et des caractéristiques très particulières qui ont trait à cette affaire, c'est-à-dire que sont remis en cause en la matière, à tort ou à raison, le fonctionnement de la justice, la célérité de la justice, des éléments sur lesquels Emmanuel Macron s'est engagé et sur lesquels il tend à capitaliser pour sa future campagne. Le fait qu'il ne soit pas présent, en effet, crée probablement un trouble pour lui. Tort, Benjamin Morel. Les absents ont toujours tort, surtout en pré-période électorale et surtout un moment de vide relatif de l'actualité où chaque élément, chaque présence est scruté, commenté. Donc là, pour Emmanuel Macron, c'est probablement non pas une grande faute politique selon moi, mais en tout cas une grosse erreur de communication qu'à terme il pourrait payer, d'autant que Éric Dupond-Moretti n'est peut-être pas le meilleur pour incarner, pour le coup, la présence de l'État ce jour-là. Depuis 3 jours, le ministre de la Justice qui se dédouane, qui évite le sujet de la responsabilité de l'État, à travers notamment des posts sur les réseaux sociaux dans cette affaire. Quel signal on envoie aux Français catholiques, Lydia Guirouz? Moi, je parle de faute politique. Et, alors, Benjamin Morel n'est pas forcément d'accord. Quel est votre commentaire? Tempère, voilà, c'est le mot. Quel est votre commentaire? Tour de plateau. C'est effectivement une faute politique de la part d'Emmanuel Macron parce que l'émotion, elle a été immense au-delà de la communauté catholique, comme certains politiques l'ont dit, mais c'est l'ensemble de la communauté nationale qui a été émue par cet assassinat. Et je ne comprends pas la décision du président de la République parce que ce crime a démontré l'impuissance de l'État à lutter contre la criminalité, à lutter contre l'immigration illégale et vraiment a énormément ému et envoyer Éric Dupond-Moretti, je trouve que c'est une erreur. Donc c'est 2 erreurs, celle du président de la République qui ne se rend pas à ses funérailles parce et qu'il y a celle d'envoyer aussi autour du garde des Sceaux demain. Même si on peut exactement, imaginer qu'il y aura quand même un Dupond- respect de la mémoire et de l'hommage dans ce moment-là et que on ose mais imaginer Éric évidemment qu'il n'y aura aucun débordement ni invective. Mais Éric Dupond-Moretti est devenu quelque part le symbole du laxisme de la justice. Et c'est en cela que je trouve que c'est 2 erreurs majeures que commet le chef de l'État en ne s'y rendant pas, en étant absent et en envoyant Éric Dupond-Moretti. William Tay, depuis 3 jours, on le dit, donc le ministre de la Justice qui se dédouane. L'élu de Vendée, Bruno Retailleau, hier, qu'on citait, qui qualifie ce drame d'un fiasco judiciaire. Et on envoie le garde des Sceaux, pardon, j'insiste. C'est Emmanuel Macron qui doit tenir ce rôle demain. Je pense pas, malheureusement. Non, je pense pas. Parce que malheureusement ou heureusement, peu importe, vous avez votre avis. Effectivement, ce qui s'est passé est un drame et ça en fait perdre son humanité dans la mesure où c'était quelqu'un qui l'avait accueilli et qui se retrouve assassiné. Et effectivement, ça touchait non seulement la communauté catholique, mais également toute la communauté nationale. Seulement, en raison du caractère religieux et que c'est une attaque anti-catholique, en raison de la loi de 1905 et du rôle précis du président de la République de garant des institutions, je ne pense pas qu'il pouvait s'y rendre. Mais malgré tout, on aurait pu envoyer une autre personne que Dupond-Moretti, comme le Premier ministre. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ne commencez pas, Lydia. Je pense que la tradition... Vous aimez couper la parole. La tradition française, et même, je dirais, c'est pas uniquement contre les catholiques, mais également contre tous les actes. Ce n'est plus maintenant au président de la République de se rendre dans des actes anti-religieux. Par contre, il doit agir, le président de la République. On l'attend sur l'action et non plus uniquement sur l'indignation et sur la commémoration.
l'immigration. Je pense que c'est là où est sa place. Et par contre, on devrait envoyer quelqu'un d'autre que Dupond-Moretti, qui depuis le début de la crise sanitaire a plus eu tendance à soutenir les prisonniers, à relâcher les prisonniers à cause du Covid, etc., à toujours trouver des excuses pour les criminels plutôt que pour les victimes. Une présence de Gérald Darmanin ou du Premier ministre aurait été plus intéressante, mais je ne pense pas que c'est le rôle du président de la République de le faire. Régis, un commentaire? On peut peut-être espérer que Éric Dupond-Moretti peut-être se racheter On est dans une église, dans le catholicisme, il y a cette possibilité. Des cacophonies qu'on a vues dans ses tweets, mais c'est toujours le décalage. Il est toujours en décalage. Il a préféré ces derniers jours fustiger les oppositions que faire preuve peut-être d'une certaine humilité et assumer une forme de responsabilité de l'État dans ce qui s'est passé. C'est clair, il a toujours un peu de mal à incarner la fonction, à prendre l'habit de garde des Sceaux. Il est toujours un peu tenté par son métier précédent qui était de défendre, qui était avocat. Donc c'est toujours quelqu'un qui est un petit peu à la marge et qui, on l'a remarqué plusieurs fois, s'oppose même à certains membres de son propre gouvernement. Non, je trouve qu'en l'occurrence, les paroles de Gérald Darmanin avaient été les bonnes, de lier justement la France et la chrétienté. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que c'est un rapport quelconque avec... je pense que ça serait passé dans une mosquée ou dans une synagogue. Ça serait la place du président de la République d'y aller également. Là, oui, je pense que c'est important, et c'est important pour une chose, c'est que cette affaire-là a révélé plein de choses. C'est-à-dire qu'elle a été au carrefour d'une somme de dysfonctionnements. Vous avez évoqué donc la politique migratoire, mais il y a aussi la question du droit d'asile, il y a aussi la question de la psychiatrie, le traitement de la psychiatrie en France, et en fait le problème du temps judiciaire par rapport aux réponses peut-être à apporter à une personne qui était sur le territoire français depuis 2012 de façon illégale et qui avait déjà eu 2 fois des demandes de reconduite. Donc je pense que au vu du cataclysme qui a eu lieu et du fait que ça touche, parce que le problème des Français avec cette histoire, et des catholiques en particulier, c'est que quand on leur dit oui mais vous comprenez, il avait brûlé la cathédrale de Nantes, il fallait attendre, il était donc pas responsable, donc on l'a remis en liberté, etc. Les gens comprennent pas ça. Et ce n'est pas la première fois malheureusement qu'un clandestin expulsable depuis des années se trouve en France et commet des actes. Et là, il y a un vrai problème, parce qu'on a presque l'impression que parfois, il faut commettre, quand on est clandestin irrégulier en France, il faut commettre un acte pour rester sur le territoire français. Finalement. On va revenir sur ces failles. Je voudrais qu'on reste encore juste une seconde ou deux sur l'absence du chef de l'État. Lydia Guirous qui réagissait. C'est bien de se repentir au nom de la France sur la colonisation en Algérie. C'est bien de reconnaître un rôle de la France là récemment dans le génocide rwandais. Mais quand sur notre territoire, un prêtre est tué par un homme qui n'aurait jamais dû être là, aucun mea culpa et encore une fois, aucun signe tangible du chef de l'État ces 3 derniers jours. Vous liez un peu des choses... Je ne sais pas si elles ont vraiment tout à voir avec je parle de repentance. Le fait. Je parle de repentance faite par un chef d'État au nom. Oui, mais la repentance, je pense qu'on ne peut pas éternellement être dans la repentance. L'histoire est ce qu'elle est et la France n'a pas toujours à s'excuser de son histoire. Ça, c'est évident. Mais en l'occurrence, si on reste sur l'absence du président de la République à ses obsèques, moi je maintiens que c'est une erreur, qu'il doit être présent. D'autant plus que vous avez un ministre de l'Intérieur qui a dit qu'on touchait à l'âme de la France. Donc si on touche à l'âme de la France, le président de tous les Français doit être présent en hommage et pour dire aussi qu'à un moment, ça suffit, on arrête. Je veux dire que la politique migratoire, va falloir mettre les choses à plat et va falloir traiter les problèmes. Comme le disait Régis Le Sommier, ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes, ce n'est pas la première fois qu'il y a des actes criminels faits par des personnes qui sont en situation irrégulière. Les délais pour traiter... que l'Église est touchée également. C'est pas la première fois que l'Église est traitée, évidemment. Et les délais de l'asile, entre le temps où vous déposez votre demande d'asile, le temps où c'est traité, le recours, c'est des années qui se passent. Dans le cas d'espèce, il y a eu 2 recours. C'était sa 3e obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée. On ne peut que se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays où il y a des lois et ces lois ne sont pas respectées et ces décisions de justice ne sont pas exécutées. On a l'impression qu'il y a une véritable faillite et une impuissance, encore une fois, de l'État face à l'immigration illégale et face
aux personnes qui sont déboutées aussi du droit d'asile et qui ne sont quasiment jamais, et c'est extrêmement minoritaire, ceux qui sont reconduits dans leur pays d'origine. Je connais les difficultés pour reconduire dans le pays d'origine, mais je crois aussi que la France, elle a la capacité de mettre en place un véritable rapport de force pour contraindre les pays d'origine à reprendre leurs ressortissants. Dans un instant, on va essayer de comprendre aussi pourquoi le tribunal administratif de Nantes, pas à 2 reprises, pas à 3, parce que la troisième, on a bien compris qu'il y a la suspension par le contrôle judiciaire, tout à fait. Mais ces deux-là, elles sont déjà d'importance et on se demande pourquoi ces décisions ont été cassées. Il y a nos confrères du Parisien qui ont révélé justement un début de motivation aujourd'hui, on le verra dans un instant. Mais juste une dernière question à propos du gouvernement. On a Gérald Darmanin qui demande au préfet aujourd'hui de renforcer significativement la surveillance des lieux de culte et des offices prévus dimanche pour la fête de l'Assomption, dans le contexte du meurtre évidemment du père Olivier Maire. On en veut à l'Église de France en ce moment, Benjamin Morel ? On a déjà vu que les catholiques, en effet, étaient la cible aujourd'hui d'attentats. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec cet événement. Encore une fois, il faut le rappeler, ce n'était pas un attentat. On est dans un cas très, très singulier. Mais en effet, l'Église de France est une cible. Et ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Après, vous avez, à travers les fêtes de l'Assomption, une cible qui est encore plus visée. Donc, à partir de là, il est normal que vous ayez un ministre de l'Intérieur qui non seulement fasse passer ses consignes, mais également avertisse les catholiques qu'en effet, là, ils sont protégés et qu'ils doivent également prendre en compte ce risque. Ensuite, tout à l'heure, on évoquait la position d'Emmanuel Macron. En réalité, Emmanuel Macron est également dans une situation compliquée par rapport à cette affaire. Grosso modo, vous l'avez dit, c'est-à-dire que la dernière expulsion n'était pas possible, parce qu'en effet, il y avait le contrôle judiciaire, etc. Mais il y en a deux avant. Et là, pour le coup, il y a aujourd'hui un débat sur la célérité de la justice et sur la capacité ensuite d'expulser. Or, Emmanuel Macron s'était déjà prononcé sur ces sujets. Souvenez-vous notamment de l'entretien à Valeurs Actuelles, où il disait grosso modo qu'il y aurait 100% de reconduite à la frontière. On en est loin. Pour être présent lors de cet événement, Emmanuel Macron risque d'être mis justement face à ces déclarations-là. Mieux vaut, lorsque justement vous êtes mis en porte-à-faux, ne pas vous présenter à l'événement. Et il y a peut-être là l'une des clés d'explication de son absence. Alors, beaucoup de questions après le parcours de cet homme arrivé en France en 2012. On le répète encore une fois, il avait fait l'objet de 3 obligations de quitter le territoire, 2 annulées par la justice, l'une de ses réquisitions cassée par la justice et peut-être déjà pour ses troubles psychiatriques. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui à travers ce que nous révèle le Parisien. Un diagnostic de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire écrivait à propos du meurtrier présumé rwandais, donc dès mai 2016. L'état de santé de M. Abayi Senga nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, évidemment. Il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et les soins doivent être poursuivis pendant une durée d'1 an. Donc on l'a gardé pour s'occuper de lui. Pardon, mais je vais être terriblement cynique. C'est plutôt lui qui s'est occupé de nous, pour le coup. Régis Le Sommier. Je ne sais pas si on peut être aussi lapidaire, mais disons que le problème, c'est la responsabilité. Voilà, le fait. Vous comprenez ce motif qu'on l'ait gardé sur le territoire pour le soigner ? Non, je ne comprends pas du tout ce motif. Je pense qu'on ne peut pas continuer à s'en tenir à ce genre de motif pour conserver des individus qui représentent des véritables dangers. Là, même le prêtre, en l'occurrence qui l'avait accueilli, avait dit qu'il faudrait qu'il bénéficie d'un traitement psychiatrique. Ça n'a pas été possible. Là, il y a un vrai problème, et il y a un vrai problème avec le traitement de la psychiatrie en France. Le problème se reporte sur d'autres institutions, notamment les prisons, où vous avez un certain nombre de détenus qui n'ont rien à faire en prison et qui devraient être dans des UMD, donc des unités pour malades difficiles, c'est-à-dire des centres fermés, et qui se retrouvent dans des univers carcéraux avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. C'est terrible à dire, mais si personne n'avait logé et proposé la charité à cet homme, alors c'est facile de parler a posteriori, mais il serait aujourd'hui en prison ou en hôpital psychiatrique. Mais théoriquement, oui, c'est là où il faudrait... C'est malheureusement par la charité, par l'accueil qu'il a pu sortir. C'est ce qu'il y a de terrible dans cette histoire. Alors William Tay, Benjamin, Lydia Guirous. Et on avancera parce qu'on a encore une fois beaucoup de sujets ce soir. On peut contester ce que dit le tribunal administratif, mais le tribunal administratif raisonne en droit. Donc, du coup, il s'appuie sur des textes et sur une base légale, que ce soit la Constitution française, la loi française et également les traités internationaux qu'on a signés. La difficulté, c'est qu'il faut remettre en cause tous ces traités internationaux et la CEDH qui limite en fait notre possibilité pour reprendre le contrôle de notre politique. Pourquoi vous allez aussi loin ? Il y aurait eu une comparution immédiate pour cet homme après l'incendie de la cathédrale de Nantes qu'il avait avoué. Ce que dit le juge administratif
administratif, ce qui empêche la reconduction à la frontière, c'est qu'en fait, la CEDH limite les reconductions à la frontière par rapport à une base légale qui est précise. Donc, la Convention européenne des droits de l'homme, article 8, etc. Sur différents points. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est il faut en sortir. Véritable handicap. Si on veut reprendre le contrôle de la politique migratoire, il faut regarder les vrais sujets. Donc, il faut contester les décisions de la CEDH. Il faut remettre en cause notre souveraineté dans la mesure où il faut la protéger, et puis surtout il faut sortir si on veut vraiment limiter surtout il est temps d'agir et de ne pas voir ce scénario se répéter parce qu'on a l'impression d'un feuilleton. En même temps, si on veut limiter l'immigration, et c'est ce qu'a rappelé Patrick Stéphanie sur son livre sur l'immigration, c'est que la France a signé des traités, et c'est ça qui en fait nous conduit à accepter une immigration qui soit légale et qui nous empêche les reconduites à la frontière. Donc il faut remettre en cause ces traités pour pouvoir agir efficacement. Allez, 2 dernières interventions. Très rapidement, 2 choses. William Tay a raison sur aujourd'hui la question du carcan des traités. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, il demeurera. Et là, pour le coup, si vous regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, l'une des raisons du Brexit à l'origine, c'est justement une révolte avec la Hearst contre la question du vote des prisonniers en prison, ce qui avait mis vent debout les Britanniques. Donc là, il y a un sujet. Et ensuite, c'est particulièrement choquant, je pense, pour les Français, parce que ça ne tombe pas sous le coup du droit d'asile. C'est-à-dire que le droit d'asile, on parlait tout à l'heure hors antenne de la situation en Afghanistan, là, vous avez des gens qui sont menacés par une autorité qui est une autorité politique. On peut en profiter pour rappeler que l'État français a décidé de ne plus renvoyer des réfugiés afghans dans leur pays, vu le contexte actuel. Le droit civil, le droit d'asile, et même si on peut peut-être le regretter, je ne sais pas, en tout cas ne touche pas des personnes qui, au regard de leur état de santé, ne peuvent pas être traitées comme il faut dans leur pays. Peut-être en effet, est-ce qu'il faut considérer des choses considérant cela, mais là, on n'est pas sous ce coup-là. Donc là, on est sur quelqu'un qui demande le droit d'asile, mais qui en réalité reste pour des motifs qui n'y sont pas liés. Dernier mot très vite. Non, moi je voulais revenir sur un certain type de détenus, par exemple, qui sont les détenus radicalisés. On avait entendu au moment de l'assassinat de Samuel Paty des déclarations du ministre de l'Intérieur disant qu'il y avait 1300 radicalisés qui d'origine étrangère et qu'ils allaient être expulsés de France. On n'a toujours pas de chiffres sur le nombre de ces personnages qui ont été expulsés. On sait que Gérald Darmanin s'est rendu en Algérie, s'est rendu au Maroc. On ne connaît pas vraiment la teneur des dialogues. Exactement. Je sais qu'il y a un effort. On sait qu'il y a un effort, on imagine qu'il y a un effort du gouvernement français pour essayer que ça se fasse. Et ça bloque, mais il n'y a pas de transparence, on n'a pas d'infos là-dessus. Et je rappelle que donc demain sur CNews en direct à partir de 13h, on pourra vivre cette début d'après-midi d'hommage et de cette cérémonie d'obsèques du père Olivier Maire, animée par Aymeric Pourbet et Sami Sfaxi. Je rappelle donc en la présence au nom du gouvernement du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Tout autre sujet, on parle de la crise sanitaire, de cette difficulté à la gérer, à gérer surtout la mise en place du pass sanitaire pour certains professionnels. Un exemple plus que marquant, on parle de ce responsable d'une salle de bar, ça se passe à Saintes, en Charente-Maritime, blessé à l'œil par un client mécontent de devoir présenter le document, le pass sanitaire. C'était lundi, vers 16h. Mathias Coutan a été frappé par un client du Point Central, c'est son bar-restaurant, une institution dans cette ville de Saintes. Il a 28 ans, il a été donc touché à l'œil et il est avec nous ce soir. Bonsoir Mathias Coutan. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. D'ailleurs, déjà, je me permets de dire que je découvre votre visage en direct comme les téléspectateurs et on voit votre œil droit, donc si je ne m'abuse, encore tuméfié. Est-ce que vous pouvez tout simplement, dans un premier temps, nous raconter ce qui s'est passé lundi dans votre bar à 16h? Tout à fait, oui. Alors, c'était mon premier client de la journée. Je venais prendre mon service. Un monsieur que j'ai l'habitude de servir, pas désagréable d'habitude, très poli. Et, lorsque je lui ai demandé, après lui avoir demandé ce qu'il voulait consommer, je lui ai demandé de me présenter son pass sanitaire et il m'a répété plusieurs fois pourquoi faire et à quoi servait ce pass sanitaire. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui expliquer que c'était pas mon rôle et que voilà, je pouvais pas expliquer à tous mes clients la décision gouvernementale. Moi, je faisais simplement ce que mon patron m'avait demandé et ce que le gouvernement avait demandé à mon patron. Et ce monsieur s'est énervé en montrant son blouson, en me disant « Je l'ai, mon pass sanitaire, je l'ai, mais vous commencez tous à me... » Je vais vous passer les gros mots sur l'antenne, mais à me les casser. Et il s'est levé et j'ai cru qu'il allait... Voilà, dans mon métier, j'ai l'habitude de gérer des situations difficiles, mais j'ai cru qu'il allait s'en aller après avoir fait son petit spectacle devant les familles qui mangeaient, mais il s'est levé d'un coup et puis il m'a asséné un coup de poing dans l'œil comme on peut le voir.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous allez porter plainte? Alors moi, ce que je retiens déjà dans le début de ce témoignage, c'est que ce client, c'était pas la première fois que vous le voyiez et d'habitude, ça se passait très bien. Effectivement, c'est pas du tout la première fois. C'est un monsieur qui prend assez souvent des cafés chez nous, soit le matin, soit le soir, une fois ou deux par semaine. Je vais porter plainte, oui, demain matin, je pense. C'est même sûr d'ailleurs, parce que après mûre réflexion depuis lundi, je pense que c'est quelque chose que je peux pas laisser passer. Donc on est des gens qui travaillons dans des établissements où on essaye de faire passer un bon moment à nos clients et on n'est pas là pour prendre des coups ou des insultes. Donc j'en ai entendu beaucoup, mais là je pense que c'est beaucoup trop pour moi. C'est la première fois en 14 ans que je fais ça qu'on me frappe de cette manière-là pour une raison bidon, surtout que le monsieur avait son pass sanitaire au final. Ah ouais. Donc, Et en plus, il l'avait. Oui, tout à fait, il l'avait, bien sûr. Alors vous continuez de travailler, hein. D'ailleurs je vous remercie d'avoir pris une petite pause pour nous répondre. Vous êtes au travail ce soir, dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez développé une inquiétude particulière, un traumatisme quelconque depuis lundi? Oui et non, parce que on sait gérer ce genre de choses. Quand on a des problèmes, il faut passer à autre chose rapidement. Il y a d'autres clients qui veulent qu'on soit agréable avec eux et qu'on ait le sourire, donc on arrive à passer à autre chose. Après, ouais, quand même, j'ai une marque, j'ai un enfant qui, quand je suis rentré chez moi, m'a tout de suite dit bobo papa. Ça fait jamais plaisir, surtout quand on connaît les circonstances. Donc oui, quand je vais contrôler un pass sanitaire, je l'ai fait toute la journée aujourd'hui depuis ce matin midi. J'ai une petite appréhension au fond de ne pas retomber sur quelqu'un qui pourrait me faire la même chose. C'est pas une peur, c'est loin d'être une peur, mais j'ai une appréhension. Je pense que je suis pas le premier ni le dernier à qui ça va arriver dans les prochaines semaines. D'où mon apparition chez vous ce soir. C'est surtout pour ça que je le fais. Ouais, c'est pour alerter, être une sorte de porte-parole de ces serveurs professionnels de la restauration qui peuvent être confrontés. Alors, on va pas, j'ai pas envie non plus qu'on dise que c'est généralisé, que ça se passe mal partout. Là, on a un cas extrême, marginal, mais c'est important d'en parler parce que ça peut se reproduire. Et c'est pour ça aussi, on va évidemment en parler en plateau. Mathias, que vous vouliez réagir ce soir. Effectivement, moi je pense que la plupart de mes collègues n'ont pas à vivre ce genre de choses. Je veux alerter oui et non, parce que comme vous dites, on ne peut pas en faire une généralité. Effectivement, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'endroits où ça se passe très bien, mais on ne peut pas non plus nier que ce genre de fait, ça arrive. Ça arrivera certainement plus, parce que moi, si vous voulez, dans ma ville, le préfet a demandé à la police nationale de venir nous dire qu'on pouvait avoir une semaine de tolérance avec nos clients. Donc ce monsieur, je lui avais même annoncé que peu importe qu'il ait son passe sanitaire ou pas, la police ne nous contrôlerait pas cette semaine et qu'on ne refusait pas les gens cette semaine pour un passe sanitaire. Mais qu'est-ce qu'il a, pardon de vous couper, mais qu'est-ce qui l'a fait dégoupiller précisément? Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne violent physiquement envers vous? Si je le savais. Je n'ai pas du tout senti venir. Non, pas du tout, parce que je vous dis, ça se passait bien et d'un coup il s'est levé et il m'a dit j'en ai marre de vos questions, alors que je lui en posais aucune. Et je pense que simplement le fait que ce monsieur ait un pass sanitaire et qu'on lui demande de le montrer, en plus de certainement la crise du Covid, le confinement, je sais pas, je connais pas sa vie à ce monsieur, mais sûrement qu'il a dû avoir des réels soucis sociaux avec cette épidémie et il a dû craquer, c'est tombé sur moi comme ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et c'est bien pour ça que je voulais témoigner ce soir parce que ça va arriver à d'autres personnes. Ces gens qui vont craquer comme ça pour la goutte d'eau, c'est simplement ça. C'est une goutte d'eau qui a débordé. Et des gens comme ça, il va y en avoir, c'est certain, j'en suis certain. Mathias Coutan, je vous remercie encore d'être avec nous. Si vous avez juste quelques minutes, on fait un petit tour de plateau et je vous donnerai un dernier mot ensuite. Régis qui voulait réagir. La loi qui se confronte à ce principe de réalité, encore une fois, c'est marginal, mais ça existe. Il y a une crispation dans ce pays, une exacerbation des violences, cette société cocotte-minute qui parfois explose, comme ça a été le cas avec ce malheureux responsable de salle à Saintes. Oui, en plus, on peut noter, vous l'avez déjà dit, mais il faut le répéter, c'est que cette personne avait son passe sanitaire. En plus, c'est fou. Ouais. Et moi, je voudrais revenir sur justement là-dessus, sur les tensions que ça peut provoquer. C'est-à-dire, je vous donne un seul exemple. Ce matin, je vais prendre mon café dans un établissement. Il était 8h du mat et on me demande mon passe sanitaire. Je sors mon passe sanitaire et puis sur la machine, il y a marqué passe non valide. Ah. Voilà. Et passe non valide, c'est-à-dire donc et on ne peut rien faire.
C'est-à-dire l'appli dit non valide, on ne sait pas pourquoi. C'est un défaut de l'appli ou vous n'avez pas les deux doses mais la tension, enfin tout à coup, tout le monde vous regarde, vous passez pour quelqu'un pour qui... le paria, pardon d'utiliser des mots forts. C'est léger, il y avait 4-5 clients, mais... Tout de suite. Vous avez eu un petit bouffée de chaleur à ce moment-là? Non, pas une bouffée, parce que j'ai été vacciné, j'ai mes deux vaccins, tout ça. Mais donc visiblement, on a essayé une autre machine et là, ça ne marchait à nouveau pas. Et après, je suis allé, donc le type m'a quand même servi mon café. Je suis repassé au déjeuner, ça marchait très bien. Donc si ça commence comme ça... Ah ouais, parce que si techniquement déjà il y a des... Ça c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive, mais ça m'est arrivé sur les deux machines du café. Bon, le type était sympa, il n'y a pas eu de... Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est le regard des clients, des autres clients. C'est-à-dire tout à coup, vous rentrez dans une espèce d'autre catégorie, ou du type qui fraude, ou du type qui potentiellement est... Voilà. Et ça, je pense que c'est 1 an et demi de vaccins, pas de vaccins, de virus, cette espèce de psychose autour du Covid qui est en train de s'exacerber et qui, malheureusement, je pense, dans cette histoire-là, cette saturation autour de cette question qui peut provoquer que des gens passent à l'acte, en tout cas, commence à devenir violent. Quel commentaire on peut apporter sur ce qui est arrivé à Mathias Coutan hier, sur cette crispation et cette violence qui explose dans certains cas? Les serveurs ne sont pas des policiers. Il est l'exemple frappant que quand on sort d'un cadre, il y a une acceptation qui est difficile, une défiance qui est difficile, et quand vous avez des individus qui sont comme ça chauffés à blanc, ça peut mal finir. Et je serais tenté de vous dire que c'est pas d'hier. Moi, j'ai souvenir dans ma vie personnelle de moments assez difficiles dans des supermarchés, dans des bars, avec des gens qui refusaient de porter un masque. Ouais, il y a eu ça et aussi. au moment du port du masque à l'intérieur, vous avez eu également des moments de tension très très forts. Et en réalité, on a au croisement de deux phénomènes. D'abord, quand vous regardez aujourd'hui les violences vis-à-vis des personnes incarnant une autorité, sans même parler des policiers, etc., mais dans un service public, à l'hôpital, etc., vous voyez que vous avez aujourd'hui une société qui tend justement à remettre en cause ses demandes, ses exigences, etc., à travers des personnes qui incarnent une autorité. Et on ne donne pas des pouvoirs de police aux serveurs ou aux agents SNCF, etc., mais on leur donne la possibilité, pour un temps, en scannant, d'incarner cette autorité qui, pour certains, aujourd'hui est devenue insupportable et qu'ils comptent défier. Et ensuite, vous l'avez dit, on est dans une société cocotte-minute par rapport à ce phénomène-là. Et donc, vous avez tout un tas de tensions qui se sont exprimées sur le masque et qui s'expriment également par rapport à ce pass sanitaire, qui vont probablement rejaillir, même si jusqu'à présent, il est quand même important de le dire, parce qu'on a un petit effet de loupe. La plupart des choses se sont plutôt bien passées et que l'application, pour l'instant, roule relativement. On pourrait penser, et Lydia, je viens vers vous, mais juste, je pense à une question pour Mathias Coutan. Ça s'est passé lundi. Ce monsieur, on pourrait imaginer qu'il a pété un câble sur le moment. Il y a 4 jours qui se sont écoulés. On est jeudi. Depuis jeudi, il n'est jamais revenu au restaurant. Vous présentez des excuses, essayez d'avoir une conciliation avec vous. Comment ? Il aurait pu au moins faire ça. Oui, il aurait pu au moins faire ça. C'est ce que je me demande. Est-ce qu'il est revenu vers vous sur ces 4 derniers jours ? Non, absolument pas. C'est ce qui fait que j'ai décidé de porter plainte aussi au bout d'un moment, parce que moi, ce que je voulais simplement, c'est avoir une conversation pour savoir ce qui lui était passé par la tête. Bien sûr. Mais bon, vu qu'il n'a pas pris les devants et qu'il n'est pas venu essayer d'en discuter, on va passer à la manière un peu plus compliquée pour lui. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je voulais juste rajouter, si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans des grandes villes, comme La Rochelle, à côté de chez nous, Bar-Poumeroli, tout ça. Ces collègues-là me disent, me l'ont dit hier soir quand l'article est passé dans ma région, qu'ils avaient une espèce de pression sur eux, en plus avec le pass sanitaire, par rapport à déjà toutes les mesures qu'on a depuis 1 an, avec le masque obligatoire à faire respecter aux gens, qui a été très compliqué, ça a mis du temps. Il me disait qu'ils perdaient le goût du travail. C'est-à-dire nous, on fait tous la restauration, vous en parlez à beaucoup de serveurs, on va tous vous répondre. Souvent, c'est un métier qu'il faut aimer. Si on ne l'aime pas, c'est très délicat et très difficile de le faire. Et ces gens-là, et moi, je me mets dans le lot, parce que ce que j'ai vécu lundi, c'est pas très simple. Ce métier commence à perdre du goût à cause de cette épidémie. Ce serait dommage que les bons serveurs de France, ou les serveurs qui aiment leur métier, les bons travailleurs, quittent leur poste pour... Est-ce que vous êtes dans cette idée aujourd'hui d'abandonner éventuellement ce métier qu'est la restauration ? Pas aujourd'hui, mais si ça continue comme ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, en plus, je
Voilà, je suis pas un policier, je suis pas là pour dire aux gens mettez votre masque, nettoyez-vous les mains, asseyez-vous à telle table, mais ne parlez pas à la table d'à côté, restez bien à 1 mètre, ne bougez pas votre table, montrez-moi votre passe sanitaire. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour parler de comme vous faites vous, faire des petits débats sociaux qu'on fait dans les terrasses, rigoler avec mes clients, savoir ce qu'ils ont fait la veille. Eux, ils veulent savoir ce que je fais. Et ça, c'est mon métier. Ça, c'est mon vrai métier. Et surtout, que j'ai pas mon masque et que qu'on puisse voir mes émotions aussi, parce que ça commence à peser un peu. Sauf que nous, on nous sert rien à boire hein, pendant les discussions, je vous rassure, Mathias Coutan. Lydia, un commentaire. Il s'est frappé du saut du bon sens, hein, ce qu'il nous dit. Il n'est pas policier, il n'en peut plus d'avoir ces tâches administratives, entre guillemets, à devoir gérer entre chaque client. Mais bien sûr, en fait, Emmanuel Macron et le gouvernement ont réussi une chose, c'est à créer des citoyens qui deviennent contrôleurs sanitaires d'autres citoyens malgré eux. Et c'est pas leur travail, c'est pas leur métier. Ils n'ont pas envie de faire ça, les serveurs. Ils n'ont pas envie de contrôler des passes sanitaires. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu le masque obligatoire, vous aviez certains qui étaient les spécialistes du port du masque et qui vous faisaient toujours une petite remarque, c'était pas assez haut, c'était pas assez bien mis, etc. Et c'est insupportable. Oui. Au début du confinement, je me souviens que certains regardaient les enfants comme si c'était des microbes ambulants. Et je me souviens d'une dame qui avait fait un énorme mouvement de recul quand elle m'avait vue avec ma fille qui était très jeune. On est en train de sombrer dans une espèce les personnes âgées pour pas les contaminer. Une espèce on est dans la société de la défiance, folie collective et du contrôle permanent, de l'évitement. Et puis c'est une France qui est totalement à cran, qui était déjà à cran avec les gilets jaunes et qui est totalement fracturée maintenant avec toutes ces nouvelles normes qui sont peut-être légales mais qui sont pas légitimes. Je pense qu'il faut quand même revenir à du bon sens et arrêter d'être dans cette paranoïa. Certes, il y a des victimes de la Covid. Il faut vacciner. Je suis favorable au vaccin. D'ailleurs, la personne, c'est un acte isolé, mais la personne avait son pass sanitaire. Donc c'est qu'elle n'est pas anti-vax. C'est que ce n'est pas une personne qui est anti-vax. Il a son pass sanitaire, il est vacciné ou du moins testé. En tout cas, il remplit une condition du pass sanitaire. Et quand bien même, il vient faire éclater sa frustration dans ce restaurant, dans ce bar. Personne à bout, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait et je pense que beaucoup de Français sont à bout et en ont assez de toutes ces contraintes qui s'accumulent et qui ne s'arrêtent pas dans le temps. Parce que des variants, on va en avoir. Et à mon avis, c'est pas le 15 novembre qu'on aura fini avec le pass sanitaire. William Thiem, dernier mot. Ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, c'est que ça a accentué tous les maux français. La société française a été marquée, même la société occidentale a été marquée une fois par la question de la radicalité, la question de la polarisation du débat public. C'est ce que montre un rapport du SAE sur toutes les sociétés occidentales. Et la crise sanitaire, avec les questions de confinement, etc., ont accentué ce phénomène qui était préexistant et ont accentué des nouveaux risques qui étaient sociaux, psychologiques, avec les personnes qui sont livrées à eux-mêmes et pour une part qui sont coupées du réel. La difficulté avec la question du pass sanitaire, et il faut soutenir les commerçants dans leur tâche, c'est qu'en fait le gouvernement a transféré la responsabilité de contrôle envers les citoyens et donc du coup les commerçants deviennent des formes d'autorité publique et on sait maintenant qu'il y a de plus en plus d'actes violents contre les différentes formes d'autorité publique, que ce soit maintenant du coup les commerçants qui contrôlent, les policiers, les maires et les pompiers et toutes les personnes. Et c'est pour ça que le gouvernement a fait une erreur sur ce point-là. Je pense qu'il y aurait dû, sur la question du contrôle, on sait que les Français ont respecté le confinement, le couvre-feu. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire des contrôles quotidiens pour fliquer les Français? Bon, Mathias Coutan, je vous remercie en tout cas d'avoir témoigné, d'avoir eu le courage de nous parler, parce qu'il en faut aussi, si on veut être aussi un petit peu positif. Vous qui êtes donc dans ce métier depuis des années, qui expérimentez ce pass depuis lundi, on va dire qu'à l'exception de ce cas extrême et de ce cas violent, ça va, ça rentre dans les mœurs, ça se passe plutôt naturellement pour le moment? Oui. Ce pass sanitaire? Depuis l'événement de lundi, oui, la plupart des gens le comprennent très bien. J'en ai quelques-uns qui ne l'ont pas. Et puis, comme je vous ai dit, on a une tolérance. Donc on les sert quand même. Et voilà. Donc, tout va bien, effectivement. Si je peux me permettre juste un dernier mot, un gros courage à tous mes collègues de France qui vont sûrement vivre des situations compliquées. Et le principal, c'est qu'ils restent en équipe, parce que moi, mon équipe m'a beaucoup aidé ce jour-là. Ils ont mis le monsieur à part, ils se sont occupés de moi. Voilà, il faut faire attention. Garder son calme comme d'habitude et gros courage à eux, vraiment bon courage. Eh bien, merci, bravo pour votre message et merci d'être intervenu, Mathias Coutan, responsable de la salle de la brasserie Le Point Central. C'est une institution, paraît-il, hein. Le Point Central à Saintes. Si vous passez à Saintes, vous allez boire un coup chez Mathias. Donc,
En tout bien, enfin avec le respect évidemment qu'on lui doit, hein, Mathias. Merci beaucoup. On parle de ces maires maintenant, parce que ça aussi c'est en train de monter. Le maire d'hiver droite de Vias, dans l'Hérault, qui a annoncé son intention de ne pas envoyer les policiers pour vérifier le précieux sésame. Il nous dit que la mission de cette police, c'est de veiller à la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique. C'est également le cas d'autres maires RN cette fois, à Fréjus et à Hayange. Écoutez David Racheline et Fabien Engelmann. On n'attrape pas particulièrement le Covid à l'extérieur, en tout cas pas plus que sur la plage, qui, elle, ne bénéficie pas de contrôle. Aujourd'hui, nos restaurateurs pâtissent d'une baisse de 30 à 40% de chiffre d'affaires. Ça n'est pas acceptable en l'état. Et donc, je refuse que la police municipale participe à ce flicage généralisé qui ne m'apparaît pas être une mesure de bon sens aujourd'hui. Et je crois que nous sommes sur notre territoire à plus de 50% de vaccinés. Les personnes fragiles le sont majoritairement, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. C'est ce pourquoi d'ailleurs je m'étonne qu'on impose cette deuxième catégorie de citoyens qui seraient les non-vaccinés et qui n'auraient pas le droit d'aller sur les terrasses de nos restaurants, sur les terrasses de nos bars. Écoutez, je pense que ce n'est pas le rôle d'une police municipale. La police municipale remplace déjà assez souvent les missions de la police nationale puisqu'il y a un manque d'effectifs au niveau des policiers nationaux dans le secteur. Et puis concrètement, je n'ai pas envie de me rendre complice et de fliquer des honnêtes citoyens qui vont boire un café ou un expresso en terrasse. On va leur demander un pass. S'ils ne l'ont pas, ils seront verbalisés de 135 €. Enfin, tout ça n'a aucune logique. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas non plus le travail de la police nationale et de la gendarmerie. On a bien vu depuis 2020 une augmentation de l'insécurité de plus de 16% avec plus de 1950 agressions gratuites chaque jour. Là sont les réelles missions des forces de l'ordre. Commentaire sur ces maires qui refusent d'envoyer leur police municipale. Obstructionnisme primaire, William Tay, ou choix de bon sens, mesure de bon sens? Ce qui est marquant dans cette question de la vaccination et depuis l'adoption du pass sanitaire, c'est la question de la rébellion et de la défiance à l'égard de l'État central. On voit qu'il y a une question de défiance à l'égard du vaccin. L'étude de Jean Jaurès le montre et c'est pour ça qu'on a une moins bonne couverture vaccinale dans les États du Sud-Est, enfin dans les régions du Sud-Est, pardon, et sur la question des dom-toms, parce que c'est pas encore des États, on n'est pas encore aux États-Unis avec la rébellion des États, mais pas loin si ça continue comme ça. Et en fait, les maires poursuivent ce mouvement, mais c'est un mouvement qui est profond en fait dans la construction de l'État français, avec les féodaux et les barons locaux, avec notamment le Parlement qui s'oppose au roi de France. Et là, maintenant, c'est face au président de la République. Donc, on est face à une défiance généralisée à l'égard de l'État central. Il n'y a pas un peu de bon sens quand même dans ce qu'ils disent? Moi, je veux dire franchement, je préfère qu'un policier municipal soit disponible pour quelqu'un qui est en train de se faire agresser plutôt que pour quelqu'un qui est en train de prendre un café à la terrasse. J'allais venir dessus. Effectivement, c'est une question de bon sens parce qu'on sait notamment depuis lundi que la société est encore très radicalisée, qu'il y a de nombreux actes violents et que les policiers seraient un meilleur usage pour défendre la population plutôt que pour fliquer des personnes, surtout qu'on sait que les Français respectent les mesures sanitaires, confinement, couvre-feu, etc. Benjamin Morel ? Il y a deux éléments. D'abord, les maires doivent respecter la loi et ils doivent la faire respecter. En revanche, ensuite, vous avez une marge de manœuvre. Alors, je peux rappeler la loi ? Le maire a pleine et entière compétence sur les missions de ses agents municipaux. Toutefois, toute décision reste sous le contrôle administratif du préfet. Oui, parce que vous avez un effet de substitution, c'est-à-dire dès le moment où le maire ne remplit pas son rôle, le préfet peut le remplir et c'est heureux, si vous voulez, parce que si vous aviez un maire qui dit « moi, je n'emploie pas ma police municipale et cet événement qui est illégal, il peut avoir lieu », ce serait problématique. Donc, vous avez cette possibilité pour le préfet de prendre le pas sur le maire. Sur les contrôles de restauration, vous avez les policiers qui passent de table en table pour vous contrôler. C'est classique en droit français. Mais en revanche, le maire a la possibilité de moduler l'action de sa police municipale, de lui donner telle ou telle priorité. Donc dire je ne ferai pas appliquer cette mesure-là, c'est problématique. Dire et il y a des tâches dans ma commune qui sont plus urgentes, donc j'affecte plutôt les moyens à ça c'est beaucoup moins problématique. Après, depuis le début de cette crise, on a eu certains maires qui ont joué un jeu très médiatique en réalité. Souvenez-vous des arrêtés municipaux qui réouvraient certains commerces, ce qui était clairement et totalement illégal. Là, on était dans une forme totalement politique à ce moment-là. Et là, on est également dans un discours profondément politique. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que la majeure partie des maires de France dans cette affaire se sont comportés de manière très très républicaine et que la plupart du temps, il y a eu quand même une plutôt bonne entente entre d'un côté l'État central, raison, mais le préfet je trouve qu'il faut et les entendre maires, ce que disent alors ces que maires-là souvent aussi. ils n'ont pas toujours été très entendus. Il faut entendre aussi ce que disent ces maires-là. Alors, Régis qui a commencé à parler, Lydia Guiraud qui poursuivra. Dans cette crise sanitaire, si on la prend dans son ensemble, il y a eu des maires qui ont, à certaines époques, quelqu'un évoquait tout à l'heure, je ne sais plus qui, le
la question du port du masque et la question de la fourniture en masque, il y a des mairies qui ont pris les devants de l'État à certaines époques. Je pense à la mairie de Nice, par exemple, celle de Cannes également. Et à l'époque, David Lisnard, au moment de la vaccination, avait anticipé des décisions et s'était fait retoquer par le ministre de la Santé en disant c'est des initiatives, etc. Donc il y a toujours en France cette espèce de tentation jacobine. Mais il n'est pas retoqué. Non, mais d'intervenir directement avec cette menace de l'usage de la force, ce qui est assez étonnant parce que quand on voit ce qui se passe en Allemagne à côté, où Angela Merkel clairement ne souscrit pas à l'obligation vaccinale ni au pass sanitaire, elle y vient. Et on dit oui, elle y vient, mais on va dire oui, les Allemands le font naturellement parce qu'ils sont disciplinés et les Français ne seraient pas disciplinés, donc il faut. On est très disciplinés depuis 2 ans, je vous rassure. On a été très disciplinés depuis 2 ans. On a été très dociles, même, cette menace permanente, le rappel de l'État permanent disant attention, si vous n'obéissez pas, machin, etc. Cette espèce de. C'est plus un climat avec des petites phrases comme ça. Moi, je trouve que c'est contre-productif. Et ce que disent ces maires, il y a quand même du bon sens. Je vais aller dans le sens de Julien. Il y a du bon sens dans ces maires. C'est-à-dire, faites confiance à vos administrés. Faites confiance aux gens. Ils ne sont pas complètement idiots. La plupart sont vaccinés. Il y a quand même des effectifs qui ne sont pas extensibles. Et peut-être que ces maires se disent qu'il y a quand même de la délinquance dans leur ville. Il y a quand même de la délinquance en France de manière générale. Il y a beaucoup de violences. Exactement. Il y a beaucoup de violences. Ça explose. On a quand même encore un risque terroriste. Donc peut-être que la police a d'autres missions prioritaires plutôt que d'être dans le flicage du pass sanitaire des citoyens qui sont plutôt honnêtes, qui ont été extrêmement dociles, qui ont accepté toutes les contraintes depuis 18 mois et qui continuent de les accepter. Donc c'est ça, à mon sens, on peut peut-être faire un petit peu confiance aux gens aussi une fois de temps en temps. Ils connaissent leur ville, leurs administrés et ils ont envie d'utiliser leurs effectifs des policiers. Benjamin, j'arrive. Je voudrais juste qu'on entende Bruno Bartoschetti, je dis ça pour Jeanne Cancard en régie du syndicat SGP Police, qui justement, c'est pas leur mission et ils n'ont pas envie de faire ça en se réveillant le matin, les policiers, d'aller de terrasse en terrasse pour contrôler des passes sanitaires. On est là pour aller au secours des victimes lorsque ces dernières sont agressées. Nous sommes dans des contrôles au quotidien. Nous sommes toujours en plan Vigipirate, renforcé dans le cadre du terrorisme. Donc nous sommes sur beaucoup de missions. Et très sincèrement, le policier qui va prendre son service le matin, son but, ce ne sera pas d'être à l'affût d'un restaurant pour le verbaliser, le sanctionner. Nous comprenons très bien la situation et c'est cette proximité qui fait que nous connaissons les commerçants dans une circonscription. Il faut surtout prendre du recul quand on parle du pass sanitaire et des forces de l'ordre. Ce sera pas vraiment l'acharnement, loin de là, à l'endroit de ces restaurants qui souffrent. Encore une fois, on parlait de bon sens. Lui aussi, on a Bruno Bartoschetti. Autant dans le cas des maires, à mon avis, on est un peu dans la politique politicienne, autant là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que clairement, la mission des policiers n'est pas, en effet, de faire la tournée des terrasses. Et là, si jamais vous leur affectez cette mission-là, la question, c'est pourquoi faire ? Parce que quel était, encore une fois, j'y reviens, l'objectif de cette loi ? C'était de stimuler de manière très forte la vaccination. Cet objectif-là, aujourd'hui, il est atteint. Je ne suis pas sûr qu'en multipliant pendant 1 mois de façon totalement intensive les contrôles de police sur les terrasses, on va permettre de stimuler un peu plus ce taux de vaccination. Si on comprend l'objectif de la loi comme étant en effet ce taux de vaccination, vous risquez en multipliant les contrôles à la fois de prendre des effectifs qui seraient mieux ailleurs et puis en même temps en effet d'exacerber les tensions. Donc si le gouvernement est malin, eh bien justement, il lèvera quelque peu le pied sur les contrôles. Je n'ai pas dit qu'il était malin. Bien, Benjamin, bonne sortie. Il y a l'histoire dans l'histoire aussi avec les policiers, parce que les policiers, on est d'accord, n'ont pas l'obligation du pass sanitaire. C'est-à-dire que vous avez potentiellement, et ça c'est exceptionnel, vous avez potentiellement des policiers qui vont aller vérifier, contrôler des passes sanitaires, alors qu'eux n'auront peut-être même pas leur pass sanitaire. Ce qui serait bien, ce serait que déjà que les restaurateurs contrôlent le pass des policiers pour leur permettre de contrôler eux-mêmes les clients ensuite. Non, mais on peut tout imaginer dans ce cas-là. Ils sont capables de le faire. C'est ça le pire. Mais évidemment, mais quand on regarde la question du pass sanitaire, c'est qu'en fait, pas de pass. C'est qu'Emmanuel Macron ne fait pas une décision qui repose uniquement sur des questions sanitaires. Il fait une décision qui est politique. Il veut éviter l'affront des policiers parce qu'il en a besoin le samedi pour contrôler les manifestations et avoir 3 000 à 5 000 personnes pour réguler les manifestations. La question des policiers, ce qui est plus profond, c'est la question de
du sens en fait du métier de policier. On sait que les policiers sont en difficulté depuis plusieurs années, que notamment lorsqu'ils font bien leur travail, notamment ils s'en plaignent régulièrement du rôle de la justice et la question des juges qui relâchent automatiquement les personnes qu'ils attrapent, ou en tout cas qui ne mettent pas des peines qui sont adéquates. Donc la question du sens du travail des policiers est beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce qu'il va faire vraisemblablement, c'est qu'il fera la même chose que lors du confinement ou lors du couvre-feu. Il fait une semaine de contrôle très médiatique en envoyant ça, puis après les médias vont suivre ces contrôles et puis tout le monde va penser qu'il y aura des contrôles tout le temps. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il va le faire 1 à 2 semaines et puis le reste du temps, il le fera pas en fait. Il y aura pas de contrôle. Est-ce que ça va rentrer dans les mœurs d'une certaine manière? Espérons-le, parce que mais après, la contestation est grande, on le voit dans les rues. La contestation est importante. Donc Emmanuel Macron, ce qu'il fait pour l'instant, c'est qu'il incite à la vaccination. Donc il dit passe sanitaire, je lâcherai rien, alors qu'après le dimanche, il assouplit avec Véran sur la question des tests PCR. Pour l'instant, il est obligé de tenir un discours qui est ferme jusqu'à août, et puis vraisemblablement, il changera de discours à partir début septembre. Moi, je regrette en quelques mots la gestion, encore une fois, parce qu'à chaque fois, ça se répète avec ce gouvernement, au niveau des mots utilisés, au niveau des expressions. C'est-à-dire, on parle du mouvement anti-vax, on parle de... Oui, quand ces gens ont commencé à manifester dans la rue, il y a une attitude de la part du gouvernement qui a été déplorable, comme d'habitude, au niveau de la communication. C'est pas sur le fond, c'est un problème de forme, c'est un problème de gens qui ne sortent pas de chez eux, c'est un problème de gens qui ne sont pas connectés avec la population et qui admonestent, voire insultent. Et ça nourrit le mouvement à chaque fois. C'était pareil pour les Gilets jaunes, c'est pareil pour les anti-vax. C'est vrai qu'il y a eu des remarques, il y a eu des prises de parole qui étaient faites de mépris, de condescendance et parfois avec des propos qui étaient hyper violent et beaucoup de caricatures, beaucoup d'amalgames entre les personnes qui sont contre le pass sanitaire mais favorables à la vaccination. Et ça, ce n'est que de nature à créer de la tension, de la fracturation dans notre société et une colère qui était déjà là avec les Gilets jaunes et qui peut s'agréger en plus. De la part, je rajouterais, d'un gouvernement qui n'a jamais reconnu aucune responsabilité, qui a toujours eu raison. Qui a toujours, tout réussi. Angela Merkel, pour la citer, elle avait dit grands signes parce que je suis très en retard et puis chaque fois vous en remettez une, c'est pratique pour moi. Juste avant qu'on parle de ce qui s'est passé cette nuit à Mantes-la-Jolie, parce qu'il y a encore eu une montée de violence, guet-apens contre les forces de l'ordre, je voudrais qu'on en dise un mot dans un instant. Un petit mot de cette épidémie, tout de même, factuellement, dans les faits, les contaminations, ce qui est en train de se passer. On a d'un côté donc ce gouvernement qui met en place ce pass sanitaire, et puis l'alarmisme qui est de mise également. Alors, il est assez même très justifié pour ce qui se passe dans les dom-toms, avec une faible vaccination et un engorgement vraiment là qui commence à être dramatique dans les hôpitaux. Mais je voudrais surfer sur ce que dit Renaud Piarou, l'épidémiologiste, dans la presse ce matin. Il nous dit que si la situation actuelle est alarmante en Outre-mer, en métropole, elle n'est pas du tout comparable à celle connue lors des précédentes flambées épidémiques, en grande partie grâce à la vaccination, ce qui paraît évidemment tomber sous le sens. La situation, et ça j'ai posé la question ce matin au porte-parole de la Fédération des médecins urgentistes de France, Christian Prudhomme, la situation est-elle aussi inquiétante que l'expriment Emmanuel Macron et le gouvernement? Sa réponse. Moi, je suis dans un département aujourd'hui où une partie des lits de réanimation sont fermés par manque de personnel. Donc, nous n'avons pas un nombre de malades très important à prendre en charge. Il y en a un petit peu plus qu'il y a quelques semaines. Mais notre problème aujourd'hui est surtout le manque de personnel, le manque de lits à l'hôpital. Vous l'avez dit, vous, tout à l'heure, les régions qui sont en crise sont des régions où le système de santé était déjà à l'agonie avant l'arrivée du coronavirus. Le problème aujourd'hui que l'on a, c'est l'incapacité de notre système de santé à répondre aux besoins. Et depuis 1 an et demi, ce qui nous met nous en colère, c'est que depuis 1 an et demi, rien n'a été fait par le gouvernement. Le Ségur est un échec total. William Tay, on a peu de temps et je voulais qu'on parle de Mantes-la-Jolie, mais c'est quand même très important ce que nous dit Christian Prudhomme ce matin. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser le principe de précaution à son maximum. On a un maximum de départements également qui mettent des restrictions. Mais ce qu'on constate, c'est que cette vague, elle ne sera jamais à la hauteur des précédentes. Parce que bien heureusement, la vaccination, on le dit, ça, il n'y a pas de conteste là-dessus, elle est efficace, elle nous protège en grande partie et elle permet justement qu'il n'y ait pas cette tension dans les hôpitaux. Pourquoi il y a de la tension dans les hôpitaux ? Parce qu'on soigne mieux les gens, qu'on les prend plus tôt, déjà, d'une part, donc on hospitalise plus vite certains malades, et deuxièmement, il vient de le dire, parce qu'on ne s'est pas occupé de l'hôpital, on l'a laissé à genoux depuis 2 ans l'hôpital, et voilà pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui.
Non, mais quand on regarde la situation française à la 4e vague, c'est qu'on sait à peu près qu'on va suivre la même courbe que le Royaume-Uni depuis décembre. Aussi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis l'apparition du variant Delta, on a la même courbe que le Royaume-Uni avec 2 mois de décalage. Ce qu'on a vu au Royaume-Uni avec le taux de vaccination qu'on connaît, c'est qu'en fait, il y a une décorrélation entre l'augmentation du nombre de cas et l'augmentation du nombre dans les hôpitaux. Donc vraisemblablement, on n'aura pas de saturation des hôpitaux d'ici fin août, hormis avec des situations locales spécifiques, au dom-tom, et éventuellement quelques départements du littoral. La stratégie de la peur, encore une fois. Donc en fait, ce que fait Emmanuel Macron, c'est comme le pic de contamination aura lieu fin septembre, début octobre, et qui sait que s'il reconfine, il perd l'élection présidentielle, il va absolument atteindre une couverture maximale très importante, quitte à cliver la population, quitte à avoir des manifestants dans la rue, uniquement pour montrer le bilan. Pour montrer le bilan, et puis surtout quand on regarde, quand il tient des discours très fermes, c'est au moment que vous êtes sur Covid Tracker, vous regardez les dates, c'est au moment où il y a une courbe de ralentissement au niveau de la vaccination. Vous regardez la courbe du 12 juillet, vous regardez la courbe de cette semaine, c'est au moment où on a un ralentissement, et c'est uniquement pour ça, parce qu'il ne veut pas apparaître comme le cancre européen au niveau de la vaccination. C'est cynique et très politique, ce que vous décrivez. Lydia, et on poursuit le tour de table. Il veut être l'homme qui a protégé les Français contre la Covid, et donc il veut pousser à la vaccination. Qu'il se comporterait de cette façon s'il n'y avait pas l'échéance dans 8 mois ? Je ne crois pas, et je pense qu'il est dans un principe de surprécaution, en écoutant des médecins qui sont extrêmement alarmistes pour certains, en tout cas ceux qui sont beaucoup sur les plateaux. Et d'ailleurs, il surjoue la dramatisation dans chacune des prises de parole, parce que ça permet de justifier des mesures qui sont quand même liberticides pour certaines d'entre elles. Sur la question des Antilles, les Antilles, ils auraient quand même pu anticiper la situation aux Antilles. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a du recul, qu'on voit que la vaccination, elle ne prend pas, que le taux de vaccination est extrêmement faible. On sait qu'aux Antilles, il y a peu de chambres de réanimation, il y a très peu de médecine de ville, donc ils ont quand même beaucoup moins de moyens qu'en métropole. Oui, bien sûr. Et la vaccination est arrivée beaucoup plus tard. Donc, il aurait fallu anticiper quand même la situation aux Antilles. Et par ailleurs, juste un chiffre, le contrôle du pass sanitaire pour les hôpitaux selon la FHF, c'est pas un chiffre que Fédération hospitalière de France. Fédération hospitalière de France, c'est 60 millions d'euros par mois. 60 millions d'euros par mois sur plusieurs mois. On a quand même les moyens d'investir dans l'hôpital et d'ouvrir des lits de réa et de mieux traiter nos soignants. Donc il y a de l'argent, on a l'impression que c'est pas grave, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, comme disait François Hollande. C'est pas moi qui le dis, les citoyens parlent de clochardisation de l'hôpital parfois. Mais bien sûr, et on trouve de l'argent pour des choses qui ne sont pas efficaces et qui sont liberticides comme le pass sanitaire, mais on ne trouve plus d'argent quand il s'agit d'ouvrir des chambres de réa et de mieux traiter nos soignants. Et tout ça, ça a un coût que les prochaines générations payeront. Et il faut quand même le soulever. Et puis il y a ce chantage, à l'enfermement. Il y a ce chantage au confinement qui est insupportable. Tous les ministres le répètent les uns après les autres. D'ailleurs, est-ce qu'on a le petite story Instagram là, de Gabriel Attal qui fait un peu à l'image du président de la République il y a quelques jours, sa foire aux questions. On lui a posé la question. Je crois que la question, elle est écrite. Est-ce que le confinement est prévu en métropole? Alors, réponse de Gabriel Attal sur son réseau social favori. L'intérêt de la vaccination, c'est justement de freiner la circulation du virus. Si on n'avait pas la vaccination, on devrait sûrement reconfiner. Bon, je vous passe la suite parce que c'est un peu long, mais en gros, on est sur cette histoire du bâton. On lui pose plein de questions d'ailleurs, Gabriel Attal. Alors, je fais une micro-parenthèse parce que ça vaut le coup d'œil quand même. On lui demande aussi, donc c'est foire aux questions, on lui demande est-ce qu'un ministre, c'est toujours, même pendant les vacances, en costume cravate? Vous avez vu ce qu'il répond? Non, j'ai pas vu. Regardez. Pas toujours, non. Pas mal. Bon, On est dans de la communication. En même temps, après McFly et Carlito, je suis plus vraiment choqué de mon côté. Bienvenue dans le nouveau monde. Qu'est-ce que c'est que cette moue J'aimerais bien avoir une réaction de Lydia. Ça marche sur un certain public. Je ne suis pas convaincu que ça marche sur la majeure partie des électeurs. Non, mais moi, je suis consternée. C'est vrai, là, on a Benjamin... non, c'est pas Benjamin Morel. Gabriel Attal. On pourrait essayer. Je ne sais pas si Benjamin est d'accord, mais... on a eu Marlène Schiappa qui chantait « Qui ne saute pas n'est pas je sais plus qui ». Ah oui, c'était pendant la campagne des régionales, ça. McFly et Carlito, on a le droit à tout. Enfin, moi, franchement... Le porte-parole torse nu sur Instagram, je suis consternée, je me dis quand même, l'ancien monde, il y a quelque chose qui était quand même qui était un peu plus élégant et on avait l'impression d'avoir plus des hommes et des femmes d'État que des Bon, j'avais fait une petite parenthèse pour vous parler du confinement, surtout. Parce que bon, là, c'est un peu trop influenceur. On peut avoir les commentaires qu'on veut, ça reste anecdotique, cette photo du porte-parole. Les historiens du futur vont beaucoup rigoler, je pense. Les historiens du futur vont beaucoup rigoler. L'impression que c'est de la télé-réalité parfois. Politique actuelle. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Après, dans un moment de montée des tensions, et de dramatisation
stigmatisation, c'est en réalité, à mon avis, assez contre-productif, mais bon, pourquoi pas. Après, sur le confinement, il y a quand même une réalité, c'est-à-dire que si jamais on reconfine le pays, il y a en effet les questions politiques, mais il y a les questions économiques. On ne peut pas se payer le coût d'un nouveau confinement, surtout en plein plan de relance, et ça absorberait la relance, ce serait fondamentalement problématique. Après, Emmanuel Macron est en effet dans une stratégie politicienne assez cynique. Quand tout à l'heure on parlait du ton extrêmement offensif, il faut voir que ce ton-là, il plaît à sa base électorale et aux bases électorales à proximité de lui. Et que les personnes qui aujourd'hui se retrouvent plutôt dans le mouvement et se sentent plutôt stigmatisées par ses propos extrêmement durs, parfois, souvenez-vous de Paris Match, eh bien ce sont des parties de l'électorat qui lui sont fondamentalement opposées et dont électoralement il n'a pas grand-chose à faire. Donc là aujourd'hui on a le télescopage entre d'un côté une campagne présidentielle qui a commencé et de l'autre une crise sanitaire. Dans le cadre d'une crise, vous devez unir. Dans le cadre d'une campagne présidentielle, eh bien, vous devez parler à votre électorat et vous devez cliver. Il a probablement plutôt préféré le second pilier. C'est terminé sur je vais vous donner la parole sur le prochain thème, Régis, mais vous savez que le temps nous est compté et qu'on est tous passionnés. Vous êtes tous passionnés et passionnants. Vous avez beaucoup de choses à nous dire et le temps file. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me reste 5 minutes, mais je voulais évoquer et peut-être avoir une ou deux prises de parole, dont la vôtre évidemment, Régis, sur ce qui s'est passé dans ce contexte, encore une fois, de cocotte minute, dont on parle, la commune de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, qui a été le théâtre de troubles à l'ordre public la nuit dernière, des scènes qui ont débuté aux alentours de 23h hier, lorsque les pompiers sont sollicités pour maîtriser un fou de poubelle dans le quartier du Val-Fouré. Comme le veut la procédure, les policiers locaux sont mobilisés pour assurer leur sécurité. À leur arrivée, les tirs de mortier, aucune interpellation alors qu'il y avait entre 30 et 50 jeunes selon les différentes sources. Encore une fois, nos forces de l'ordre sont visées. C'est un jeu, hein. C'est-à-dire que vous mettez le feu à la poubelle, vous savez que les pompiers et les policiers vont arriver, et puis vous allez pouvoir vous amuser derrière en lançant des mortiers d'artifice, et on peut l'imaginer évidemment très aisément en faisant les petites vidéos pour faire le fier ensuite. Voilà, nous en sommes régulièrement. C'est ce qui est intéressant dans ce processus malheureusement classique. Je regardais l'autre jour, je crois que c'était jeudi, reportage sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, qui montrait que l'équipe de journalistes avait passé plusieurs mois avec une équipe de policiers en banlieue. Et ce que vous décrivez, justement, ça dure pas 1 heure. Non, ça dure toute la nuit. C'est toute la nuit. Et il y a une crainte que ça continue cette nuit d'ailleurs. On en reparlera peut-être demain. Et le feu, et tout à coup, c'est une poubelle, et tout à coup, c'est donc les pompiers arrivent, ils éteignent il y en a, voilà. Et voilà. Et parfois, ça s'accélère. Ce qu'on n'anticipe pas, c'est que là, on le voit parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, mais parfois, ça se calme. Parfois, ça recommence la nuit d'après. Enfin bref, c'est le quotidien de... Il y a assez peu d'interpellations. Voilà, on se rappelle ce qui s'est passé il y a 15 jours, ce policier qui a été brûlé dans sa voiture au 2e degré, sur la multitude de jeunes qui a participé. Il y en a un qui a été arrêté, bien sûr, dont on ne sait même pas d'ailleurs s'il était l'auteur. Il faut penser surtout aux policiers, surtout aux pompiers, surtout à ces gens qui passent leur nuit là-dedans. Et voilà, moi j'ai une pensée pour eux ce soir, parce qu'on parle souvent de... Encore une fois, c'est pas la mission des serveurs de faire la police, c'est pas la mission des pompiers d'aller éteindre des poubelles qui sont volontairement brûlés, des policiers d'aller se prendre des mortiers. C'est des gens qui considèrent qu'en fait c'est leur territoire. Oui, c'est leur territoire, et tout ce qui représente l'autorité, tout ce qui représente la France en réalité ne doit plus entrer dans ce territoire-là. La police est rivale, les pompiers sont des rivaux également, alors que les pompiers viennent pas pour les arrêter, ils viennent pour les secourir. Ça peut être aussi le cas de médecins, parce que vous avez des médecins qui quittent ces quartiers puisqu'ils peuvent plus exercer. Vous avez une voiture d'SOS médecin qui avec un gyrophare, elle se prend des... Et puis les voitures qui sont brûlées, c'est quand même les voitures de personnes qui ont travaillé durement et qui en ont besoin pour aller travailler. Ça peut être la voiture de leurs voisins, ça peut être la voiture de leurs parents. Les premières victimes de ces gens-là sont les personnes qui habitent dans ces quartiers, et la sécurité, tout le monde y a droit, même quand vous êtes d'origine modeste, même quand vous êtes de ces quartiers-là. Et donc c'est vrai qu'il va falloir les reconquérir très fortement, mais pour ça, il va falloir une autorité sans faille. William T, une réaction? Volonté grandissante de défier l'autorité? Évidemment, dans ces endroits, c'est pas la loi de la République, c'est la loi des gangs. Et puis en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en fait, pour une partie de ces jeunes-là, c'est qu'en fait, pour s'intégrer dans le gang, c'est qu'ils doivent frapper, ils doivent participer en fait à ce type d'activité pour pouvoir s'intégrer socialement. Vous me faites penser à Cérix, où on envoie les plus jeunes, les 13-14 ans. Le passage en prison est considéré comme une médaille. Aussi.
Voilà. Et c'est très compliqué pour les gens qui sont affectés là-bas parce que ça va créer des crises de vocation. On en parlait sur la question des policiers, sur la question des pompiers. Qui veut aujourd'hui servir dans ce type de quartier? Surtout qu'en plus, il y a une difficulté incroyable. Donc il faudra remettre les choses à plat, mais ça va être très compliqué. Et constitutionnellement, l'état de droit va nous bloquer. Il nous reste une minute. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, notamment sur les solutions et sur les actions de l'État. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces histoires, on rappelle qu'il y a des tweets, qu'il y a des déplacements de ministres, mais qu'à l'arrivée, les gens ouvrent leurs fenêtres et les voitures sont toujours brûlées tous les soirs. Oui, mais les solutions, elles sont complexes et puis surtout, elles coûtent de l'argent. Et c'est ça fondamentalement le problème. Aujourd'hui, on manque profondément de policiers. Il en faudrait 30 000 pour arriver, pour le coup, à des effectifs permettant de maintenir l'ordre. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, on l'a dit, mais un commerce parallèle qui se construit. Il faut assécher le commerce, notamment le trafic de drogue. Alors, faut-il légaliser ou faut-il vraiment avoir des frontières? On lance pas le débat à 30 secondes de la fin de l'émission. C'est un gros débat. Et l'autre élément, c'est que il faut réinsuffler de l'économie. Parce que si vous avez une économie parallèle qui prospère, c'est également parce que dans ces territoires, souvent, vous avez une désertion des services publics, vous avez un chômage massif et que pour beaucoup de jeunes, ça paraît plus facile et plus rentable. Quand même. C'est pas une excuse, non. Mais si vous ne réglez pas les 3 piliers, vous vous retrouvez face à quelque chose qui sans cesse perdure. On sera attentif à ce qui se passera dans ce coin à Mantes-la-Jolie, éventuellement pour une deuxième soirée ou pas, on l'espère, de violence. C'est la fin de cette heure d'épreuve, mais vous savez qu'on joue désormais pendant l'été. Chaque soir, on joue. Oui, on joue parce qu'on aime jouer, qu'on aime retrouver le sourire au milieu de cette actualité. Le jeu, Régis et William T, je crois que vous n'êtes jamais venus le soir encore, donc c'est une chanson, une info. Je vous fais écouter une chanson. D'abord, vous me donnez le titre et l'interprète, et ensuite, pourquoi, qu'est-ce qui justifie que je joue cette chanson ce soir? Maestro. C'est dur, c'est un peu dur. Ah, ils ont mis l'intro, mais on a les paroles. Mon père était dans la pâtisserie, mais fallait pas marcher sur ses nougats. Vous reconnaissez pas la voix? Confit en sucrerie, il n'aimait pas non plus qu'on s'en moquât. Avec un accent comme ça. C'est pas la nougat. Fallait pas que je m'écarte. Fernandel, elle l'a dit du bout des lèvres, mais n'ayez pas honte. Oui, Fernandel. La chanson, bon, je vous aide parce que c'est pas la plus connue, c'est sûr. On la laisse un peu en fond, merci beaucoup. Fernandel, c'est du gâteau, ça s'appelle. Titre de 1963, c'est du gâteau. Et l'actu? C'est un jeu, donc je vous fais jouer. Vous n'avez pas la réponse, personne? Un gâteau, une histoire de gâteau aujourd'hui? Elle a un ami, 50-50, non, c'est pas là non plus. Allez, bon, on y va, puisqu'on est en retard. Personne n'a gagné ce soir une part du gâteau de mariage de la princesse Diana et de Charles a été vendu aux enchères aujourd'hui. 2200 livres, soit 2620 €, morceau de 800 grammes, estimé initialement entre 300 et 500 livres. Il a été récupéré puis conservé par une employée de la reine-mère. C'était l'un des 23 gâteaux réalisés pour le mariage royal du 29 juillet 1981, surmonté d'un glaçage blanc fait de pâte d'amande, de tranches vendues, légèrement fissurées, conservées dans un film alimentaire, orné d'une version en sucre des armoiries royales. Alors il est précisé qu'il est déconseillé de le manger. Parce que le truc, il a quand même 40 ans. 40 ans quasiment jour pour jour d'ailleurs. C'était le 29 juillet 1981. C'est vrai qu'autour de Diana, qui est décédée en 1997 à 36 ans, il y a beaucoup d'objets qui sont devenus cultes. Il y a des objets aux enchères qui se vendent à prix d'or. Il y a une Ford Escort offerte par Charles qui s'est vendue à 60 000 €. Un tricycle de l'enfance de Diana pour plus de 20 000 € également au mois de juillet dernier. Voilà. Le gâteau, je vous déconseille. Je vous déconseille de exposer chez soi en plus. Ça a l'air bon, délicieux. Bon appétit si vous êtes à table et sur le point de manger le dessert, pourquoi pas. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quand même... C'est dans l'histoire. 2600 € pour un gâteau qui a 40 ans, il faut y aller. Merci Jeanne Cancard, Arthur Muriot. Merci à toute la rédaction, la technique, le service programmation. L'heure des pros demain, 9h du matin. Mais d'ici là, évidemment que l'info ne s'arrête jamais sur CNews. Bonne soirée.